Bonjour à tous et bienvenue sur Diaf TV pour ce nouveau numéro de Rencontre avec l'artiste. Aujourd'hui, nous recevons un monument de la musique africaine. C'est un digne fils de Banjul, une ville située à l'ouest du Cameroun. Il est très tôt orphelin puisqu'à 4 ans, il perd déjà sa mère et quelques années plus tard, son père. Ses malheurs ne s'arrêtent pas là. À 15 ans, il perd brutalement la vue. Et malgré tout, sa détermination à poursuivre son destin d'artiste n'en souffrira aucunement. Au contraire, il ne cessera jamais de prôner l'amour ainsi que les valeurs humaines de paix et de concorde. En l'absence de moyens financiers, il fabriquera sa première guitare à base de fil nylon et s'appliquera à imiter le plus fidèlement possible les rythmes qui berçaient son enfance. À l'âge de 20 ans, il rencontre Manu Dibango et cette rencontre va être déterminante puisqu'elle va lui ouvrir de nouveaux horizons. En effet, à la suite de cette rencontre, et grâce à la solidarité des membres de sa famille, il s'envolera pour Paris et il signera un contrat avec la maison Decca. Il composera alors les titres Sikati, Potaxinan et surtout Namala Ibolo qui s'écouleront à plus de 100 000 exemplaires. Il va définitivement asseoir sa notoriété en 1974 avec l'album Hot Cocky, un succès international qui va lui valoir d'être plagié en 1975 par l'artiste américain James Brown, alors au sommet de son art, et ce sera sous le titre The Hustle. Il obtiendra ensuite de la justice en 1978 de se faire verser la totalité de ses droits. C'est un guitariste hors pair, et voici maintenant 45 ans qu'il fait danser le Cameroun, l'Afrique, 45 ans qu'il porte haut les couleurs de la musique camerounaise à travers le monde. Et pour marquer ce moment fort, il va se produire à l'Olympia de Paris. Ce sera le 17 mai prochain. Et à cette occasion, Diaf TV est allé à sa rencontre. André Maritala, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être sur Diaf TV aujourd'hui. Vous fêtez en ce moment les 45 ans de votre carrière professionnelle musicale, une carrière bien remplie, avec une vingtaine d'albums produits, des titres qui ont eu un succès planétaire, je pense à Sikati, à Potaxinan ou aussi à Namala Ibolo. Ce sont des titres qui ont été dansés, vendus à des centaines de milliers d'exemplaires et qui ont été appréciés et dansés à travers le monde. Je voudrais qu'ensemble on écoute un petit extrait d'une de ces chansons. Celle que vous souhaitez nous offrir. Alors je propose Potaxinan comme j'ai ma guitare. Potaxinan, il femme famille, bandou pour bandou. Te pourrir là Potaxinan il femme famille namche pour namche et te pourrir là Potaxinan il femme famille font coup pour font coup Mouillum que j'ai Mouillum toi j'ai Mouillum quoi pas j'ai Mouillum kaba j'ai Tega muika umgagala Pabatare Zetaye samupa Panayanagwa 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 Panayanagwa
beaucoup André-Marie Talla pour cet extrait de Potek Sinan que vous venez d'offrir à notre public. Ben, je voudrais rappeler à ce public que pour l'Olympia, ils vont écouter cette chanson, mais pas comme je viens de jouer. Ce sera avec tout le grand orchestre, le Chamasi Band. Donc ça, c'est une information supplémentaire à vous, chers téléspectateurs. Donc on venait d'écouter un extrait de cette chanson qui a eu un succès planétaire, Potek Sinan. En plus de tous ces albums, on a cité tout à l'heure Sikati, Namala Bolo. André-Marie Talla, vous avez toujours eu une certaine osmose avec votre public, un grand amour. Ce public, vous êtes resté fidèle pendant toute votre carrière. C'est quoi le secret de cette réussite et c'est surtout quoi le secret de cette longévité? Je pense qu'il est difficile de dire ce qu'on est et de parler de ce qu'on fait. C'est pas toujours évident, mais je pense quand même que quand le public aime un artiste, le plus souvent, cet amour est lié à la qualité du travail. Quand on leur propose des chansons avec des thématiques, on va dire, quand un thème est profond, quand les mélodies sont belles, à mon avis, on accroche le public à vie. Parce que j'ai eu la chance effectivement d'écrire des chansons qui n'ont pas de rides, qui traversent le temps sans avoir de rides. Et j'ai aussi la chance de faire partie des artistes qui, lors de mes sorties en spectacle, traînent comme ça, des jeunes, des moins jeunes. C'est quelquefois un public, on voit des gens de 77 ans, ceux qui ont 40 ans et même qui amènent leurs enfants de 10 ans. Je pense que c'est vraiment une grâce. Et je pense que l'amour vient certainement de mes thèmes, du travail fourni, bon, peut-être même de mon comportement pendant tout ce temps. Je ne peux pas dire avec précision, mais je pense qu'il y a un peu de ce que je viens de dire là-dedans. En tout cas, c'est un mix, et effectivement, votre personnalité y est pour beaucoup. 45 ans de musique, on le disait tout à l'heure, c'est un moment fort qu'il faut marquer. Et pour le marquer, vous avez choisi de vous produire en concert à l'Olympia le 17 mai prochain. Est-ce qu'on peut parler d'une apothéose pour vous et bien sûr pour votre public qui aura ainsi l'opportunité de pouvoir admirer sa star en concert dans la salle mythique qu'est l'Olympia à Paris? On peut parler d'une consécration. Je crois que quand un artiste passe à l'Olympia, ce sont des moments exceptionnels. Et je crois que je ne suis pas le seul à le ressentir. Passer à l'Olympia veut dire qu'on a atteint quand même l'apogée, qu'on a atteint le haut niveau. Et c'est pour moi la plus belle manière de consacrer mes 45 ans, de célébrer ces 45 ans de carrière avec tous ceux qui ont toujours aimé ma musique, avec ceux qui aiment de manière générale des musiques bien exécutées, des belles mélodies d'Afrique, de ce que l'Afrique propose de pur et de bon au monde. C'est-à-dire que finalement, après 45 ans de carrière, on a toujours autant d'émotions à se produire dans une salle exceptionnelle, à rencontrer son public. Je pense qu'il faut savoir une chose, quand un artiste est sur la scène, c'est comme un examen. On entend souvent les enfants dire « j'ai tremblé lors de l'examen de mon baccalauréat, j'ai perdu mes moyens ». Bon, même si on ne perd pas ses moyens quand on est artiste sur une scène, c'est toujours non seulement un plaisir renouvelé, mais c'est aussi toujours beaucoup d'émotions, d'autant plus que l'Olympia n'est pas n'importe quelle salle, c'est le rêve de tout artiste de se produire sur la scène de l'Olympia. Donc c'est une récompense qui est bien méritée. On sait que votre éveil musical a commencé très tôt, à l'âge de 3 ans, sous l'œil bienveillant de votre grand-mère qui d'ailleurs a pris le relais de votre éducation parce que vous avez perdu votre maman très tôt, à l'âge de 4 ans.
le papa quelques années plus tard. Donc gros malheur hein, auquel est venu s'ajouter aussi la perte de votre vue très brutalement à 15 ans. Et pourtant, jamais vous ne vous êtes arrêté. Est-ce que cette cécité, ça a été un moteur finalement? Est-ce que ça n'a pas joué de rôle? Ou est-ce que ça a eu un impact fort dans votre détermination à poursuivre dans la musique? Je pense que quand j'ai perdu la vue, par exemple, les 2 années qui ont suivi ont été très difficiles pour moi parce que j'ai fait le procès de Dieu pendant tout ce temps-là. Et au final, comme je suis croyant, j'ai eu très tôt, pendant que je faisais le procès de Dieu et de tous ses anges, ils sont venus me rassurer que cela n'enlevait rien au mérite de ma venue sur la terre. J'ai eu comme une sorte de... toutes les nuits, des gens qui venaient me parler, je ne les voyais pas, mais j'étais rassuré très tôt. Et je suis un fou de travail, je suis exigeant avec moi-même, je suis comment on va dire, j'aime pas l'échec en fait. Donc, honnêtement, dès l'instant que j'ai vaincu ce qu'on appelle handicap, quand j'ai compris que ce n'était peut-être que le fait que je ne peux pas voir certaines choses, mais que j'avais toute ma tête, que j'avais mes membres, que je pouvais faire pour plein de choses, et qu'il y en a qui n'ont pas de jambes, d'autres qui n'ont pas d'oreilles, mais j'avais tout ce qu'il fallait pour m'intégrer dans la société. Après, je n'ai plus jamais pensé à l'handicap, vraiment sauf quelques rares moments, mais je suis un homme comblé, un homme heureux, un homme qui aime la vie, un homme qui ne manque de rien, de l'amour autour de ma famille, de mon épouse que j'aime, qui me soutient, qui est mon manager. J'ai ce qu'il faut pour avancer sans penser. D'ailleurs, j'aime pas quand on me présente en parlant de l'handicap. Je dis non. Non, justement. Je dis non, c'est pas votre cas, mais je veux dire, sur la scène, quelquefois, j'ai eu des surprises avec un présentateur qui dit ouais, l'artiste machin, en parlant de lui, en mettant l'accent sur le handicap, tout de suite j'arrache le micro, je dis non, écoutez, on n'est pas venu ici parler des handicaps, on est venu ici parler d'un musicien, d'un auteur-compositeur qui a gagné sa place dans le monde de haute lutte. Voilà. Beaucoup de succès, effectivement, et beaucoup de gens d'ailleurs, à cause de vos succès, vous comparent à Ray Charles, Stevie Wonder. Voilà, pour vous, ça vous fait quoi quand on vous compare à ces personnes qui aussi ont fait face à ce handicap, mais qui sont allés au bout de leur vie artistique voilà, au début, on est un peu flatté, mais très tôt, je me dis, mais non, je suis quand même André-Marie Talla, je préfère qu'on installe le nom Talla dans le monde, dans la musique. Et je pense que avec le travail que j'ai abattu, le nom est resté. Je pense que les Amadou et Mariam sont venus dans la musique parce que André-Marie Talla est un exemple de non-voyants qui jouent de la guitare et non du piano, comme tous ceux qui sont en Europe ou la plupart de non-voyants aux États-Unis. Et j'ai quand même créé un chemin qui permet à certaines personnes qui ont ce problème de vue, ils peuvent aujourd'hui apprendre à jouer de la guitare au lieu de jouer du piano, qui est un instrument quand même plus compliqué parce que non seulement le piano coûte cher, parce que beaucoup de gens confondent le clavier parce qu'il y a des touches dessus qu'on branche et le piano. Le piano, c'est un instrument acoustique, un instrument sensible qui coûte très cher à l'achat. Parfois, nous avons des problèmes pécuniaires en Afrique. Très souvent, même ceux qui ont leurs 2 yeux n'arrivent pas à manger, a fortiori pour quelqu'un qui a perdu la vue. Quand tu n'arrives pas à manger, ce n'est pas un piano que tu vas acheter ou que tes parents vont acheter, mais une guitare. Une famille peut facilement offrir une guitare à quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai donc déblayé le chemin et aujourd'hui, il y a pas mal de non-voyants qui jouent de la guitare, qui s'intègrent, qui savent pertinemment que, quel que soit l'handicap, on peut participer pleinement à édifier sa famille, sa société, son pays. On peut s'intégrer dans la vie active.
Tout à l'heure, vous parliez du prix des instruments, donc du piano qui coûte très très cher. On sait que la guitare, ça coûte cher et pour l'Afrique, ça reste quand même cher. Que faute de moyens financiers, quand vous avez commencé, vous avez fabriqué tout seul votre première guitare à l'aide de fil nylon. Ah oui, tout à fait, parce que au début de ma carrière, je sors d'un milieu plus que modeste, un milieu pauvre, donc c'était pas possible facilement comme ça de trouver quelqu'un déjà qui accepte que je fasse de la musique. J'ai eu la chance d'avoir un oncle, Papa Wafo Paul, paix à son âme, qui a cru en moi et qui, après avoir compris que j'aimais la musique, m'a acheté ma première guitare moderne. Mais avant ça, il fallait bien se débrouiller à jouer sur quelque chose qui avait une sonorité. C'est ainsi donc que j'ai fabriqué une guitare avec un ami qui s'appelait Tala Joseph aussi, lui il est mort, paix à son âme. On a fabriqué donc cette guitare en nervure de bambou et on a utilisé les fils dont on se sert pour faire la pêche, ce qu'on appelle pêche à la ligne. Voilà, pêche avec la canne, voilà, pour faire des cordes. On s'est débrouillé là-dessus pour avoir une petite sonorité qui nous amusait. Et quand j'ai eu ma guitare, c'était un bonheur. Je ne sais pas si je peux avoir un jour comme celui-là facilement dans ma vie, parce que avoir une guitare à moi, franchement, c'était le bonheur. Et dès l'instant que j'ai eu cette guitare, j'ai commencé à travailler 18 heures par jour. Et c'est ainsi donc, très vite, quand j'ai croisé les Rock Boys, on m'a nommé comme chef d'orchestre, comme leader. Et j'ai géré ce groupe pendant 10 ans. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma première qualité, c'est le travail. Le travail. Et le travail. Et le travail. Ça se voit. Très l'esprit vraiment débrouillard. Hein. En 1972, vous arrivez en France, donc avec toute cette détermination, cet esprit de débrouillardise. Vous avez produit un certain nombre d'albums qui ont connu un grand succès. Et puis, en 1974, vous sortez l'album Hot Cocky. Donc on en parle ici parce qu'il y a une petite histoire autour de cet album, puisqu'il a été plagié en 1975 par le célèbre artiste américain James Brown sous le titre Hustle. Donc on va écouter un petit extrait de cet album-là, Hot Cocky. On vient d'écouter un extrait de Hot Cocky. Comment ça s'est passé cette histoire? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je reviens d'abord sur mes voyages en France. Je suis arrivé en France pour la première fois, invité par Manu Dibango en octobre 1972, donc pour enregistrer des chansons telles que Café, Mouo, Pardonne-moi, Sikati et Potaxidon dont on a écouté un extrait tout à l'heure. Et après, je suis revenu en France en 1974 pour enregistrer une autre série de chansons parmi lesquelles Je veux Ondé, N'Djamena et le fameux titre Hot Cocky. Et quand James Brown est venu au Cameroun en mai 1975 pour sa tournée, je suis allé à l'hôtel des Cocotiers, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, remettre à lui et à son manager Bobit
un exemplaire de mon premier album, donc 33 tours comme on appelait à l'époque. Et bon, dans mon petit esprit d'Africain, de Camerounais, de jeune, j'avais entendu par les médias dire que James Brown était le premier défenseur de Noirs aux États-Unis. Et j'avais donc envie de partager mon album, qu'ils puissent savoir quand même qu'au Cameroun, on se débrouille à faire de la musique. Je voulais qu'ils puissent partir du Cameroun avec un souvenir. Voilà. Et la grande surprise, c'est que j'ai croisé le jeune homme qui était leur interprète un jour dans la rue. Il me dit, mais est-ce que tu sais que le grand a interprété ta chanson Hot Cookie? J'ai dit, ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, oui, il m'a envoyé quelques exemplaires. Allez, je me suis précipité, j'ai dit, mais écoute, est-ce que je peux toucher? Est-ce que tu peux me faire partager? Donne-moi un exemplaire. Il m'a donné, et quand j'ai écouté, j'ai vu que c'était ma chanson. Bref, il a adapté les paroles en anglais, évidemment, mais l'introduction, le corps du morceau, les refrains, tout, c'était mon œuvre. Et tout de suite, comme j'avais la chance de faire mes enregistrements à Paris, donc avec un éditeur à l'appui, j'ai appelé l'éditeur, on s'est entendu, j'ai pris l'avion, je suis venu à Paris et on a présenté les deux versions à la SACEM. Bon, ils ont commencé à faire comme les grandes banques, ils ont tenté de protéger le gros client, mais comme on ne pouvait pas lâcher puisqu'on avait la conviction, on a engagé des avocats. Chicago 2000, c'est le nom de la boîte, n'est-ce pas, de M. Ronaldo qui a suivi l'histoire, qui était mon éditeur. On a engagé des avocats à Paris, aux États-Unis. Au bout de 2 ans, notre premier avocat a trouvé la mort dans un accident d'avion. On a recommencé, mais au bout de 4 ans, j'ai gagné le procès. Puis, le tribunal m'a concédé tous les droits. Bon, ce fut un grand bonheur de savoir que j'ai pu gagner un procès contre un monsieur comme James Brown. Un géant. Contre un géant, le géant, parce qu'il était au top de son art, voilà, en 1975. Et avant qu'il ne tire sa révérence, j'étais sur le point de le chercher. Il y avait un jeune Camerounais qui avait suggéré l'idée d'aller le voir pour qu'on puisse faire une version à 2. Malheureusement, il est parti. Voilà l'histoire de Hot Cookie. Mais justement, on voyait déjà dans votre caractère débrouillard, déterminé. 75, vous n'avez que 25 ans, mais quand même pas peur, quoi. Vous ne vous êtes pas laissé je vais vous dire, effrayer. Je vais vous dire une chose. J'ai rarement peur. Rarement, quelle que soit la personne qui est en face de moi, même si c'est un président de la République, j'ai toujours dit ce que je pense. Je suis un homme libre. D'ailleurs, l'une des choses qui m'a marqué dans la vie, c'est qu'à l'époque, à l'école primaire, il y a un maître qui m'a frappé pour rien. J'ai sorti un grossier mot en banjoun pour répliquer. Il m'a retapé, mais j'ai dit ce que je pensais. Même pas peur. Mais un procès, ça coûte, surtout que ça a duré 4 ans, vous venez de dire. Comment on finance un procès d'une telle envergure à cet âge-là? Chicago 2000 était une boîte qui avait pignon sur rue. Donc c'était un franco-italien, des messieurs très très sérieux qui savaient exactement comment le monde du showbiz fonctionne. Donc on n'a pas eu de mal à engager les avocats en France, aux États-Unis. Et le véritable problème, c'est que James Brown, comme il était au top de son art, il avait des actions dans beaucoup de sociétés. Donc le procès a duré aussi parce que il fallait que telle société donne son avis, donne son accord. Et quand une société donnait son accord ce mois, 3 mois plus tard, il y avait une autre société, ainsi de suite. Et je dois souligner aussi une chose. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à cette époque-là, en 75, dans les années 70, donc, on avait une radio qu'on appelait en Afrique La Voix de l'Amérique. Et sur les antennes de La Voix de l'Amérique, on avait un compatriote, Georges Collinet, avec son collègue Roger Guy Folly. Georges a monté les 2 versions qui passaient tous les matins et il a demandé aux Africains d'écrire pour dire à James Brown qu'il a mal fait. Donc un jour, James Brown est resté chez lui, on lui a versé des tonnes de courriers venant de l'Afrique. Je crois que ça a dû peser aussi dans la balance. Donc effectivement, ça a duré 4 ans, c'était très long, mais vous avez fini par gagner. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait,
de gagner contre ce géant? Je pense que c'est indescriptible. On ne peut pas dire, c'est pas possible, c'est pas quantifiable. Mais en tout cas, j'étais heureux de savoir que j'ai gagné un procès contre James Brown. Mais c'était surtout la vérité, qu'on a établi la vérité. Je savais que c'était mon œuvre. Et quand on m'a dit que j'avais tous les droits, et ils ont payé un peu d'argent, mais comme vous pouvez l'imaginer, quand un procès dure 4 ans, c'est quand même les avocats qui se sucrent. Mais moi, la victoire morale était largement... j'étais comblé de bonheur et de joie. Donc, justement, tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous êtes arrivé en France pour la première fois avec l'invitation de Manu Dibango. On sait, nous, que votre rencontre avec Manu Dibango a été vraiment déterminante pour votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Disons que j'ai croisé Manu en février 1972 lors de la 8e Coupe d'Afrique des Nations qui avait lieu au Cameroun. Je suis allé vers lui pour lui dire que j'ai tout fait, que j'avais un sérieux problème, j'étais à la recherche d'un studio compétitif. Je lui disais que j'avais des belles compositions, mais que je ne savais pas comment faire pour que mes compositions puissent être enregistrées dans de bonnes conditions. Et il m'a demandé de passer le voir un jour avec ma guitare. J'ai fait cela et quand je suis allé le voir à sa rencontre, donc, il m'a demandé de jouer un titre. J'ai joué Sikati, au bout de 16 mesures, il me demande « Arrête, est-ce que tu as une note ?» J'ai dit oui. J'ai joué Sikati, 16 ou 32 mesures maximum. Il me dit « Arrête ». Il m'a posé une seule question. « Est-ce que tu peux venir en France ?» Alors, j'ai dit oui. Et c'est en sortant de chez lui que je me suis demandé comment j'allais faire pour arriver en France. Heureusement, quand on croit, quand on est croyant, quand on croit à son projet, quand on a la chance d'être, comment je vais dire, je croyais en moi et je savais que tout était possible. Le destin, voilà. Ouais, je savais que tout était possible quand on sait que ce qu'on fait est bon et que on y met toutes ses forces. Et au sortir de là, j'ai croisé des grands frères, tels que M. Kenye Gifo, M. Nono Louis Camille à Yaoundé, M. Chateau-Jean Lebon, M. Fouadine Justin, sont toutes ces personnes chapeautées par le feu ministre Fokam, qui était ministre de la Santé. Ils ont monté comme ça tout de suite un comité qui a agi. On a fait une tournée au Cameroun pour avoir de l'argent. Et un monsieur comme Photo Victor a acheté un des billets d'avion pour que André, que Manu appelait Sardine. Parce que j'ai mon frère qui s'appelle André Siabdji. Et Manu l'appelait Sardine parce que lui, il ne mange pas de viande. Donc, tous les jours, on lui achetait la sardine quand on avait la viande à table. Et du coup, il appelle Sardine. Voilà, donc on a eu de quoi venir à Paris pour faire les 6 chansons qui ont constitué mes 3 premiers 45 tours qui fut des grands succès dans le monde. Ouais. On a vu en regardant un petit peu votre répertoire que vous avez touché à beaucoup de rythmes. Hein. Vous avez fait de la pop rock au début, vous avez fait de la soul, du blues, du Tchamassi, du Bensikin, pour lequel vous avez d'ailleurs été un grand précurseur. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait d'une musique de Bensikin. Dana songko suntam chung diga ka wo ye dana gola ko chung garwa ka wo dana gola tese go ba me daga ka wo
yeah, Danagola, Markeling, Domja, Markeling, Domja, Potisojo Markeling, Markeling, Domja, Potisojo Markeling, Mermolang Pilozon, Picha Wemma Foko, Utapje, Male, Pemadri Doba Dakasi, Tonta Tonta, Male, Pemadri Doba Dakasi, Tonta Tonta. Best again, best again, best again, best again, best again, Messiah, best again, get up for myself. Chambre numéro 10, chambre occupée. Chambre numéro 8, chambre occupée. Chambre numéro 6, la quai cassé. Chambre numéro 5. Ala, 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 ala. Comme talon de pour que moi, comme talon de pour que vous. Yengeda, 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 yengeda. Ben Sikina. Merci André-Marie Talla pour ce petit extrait de Ban Sikin, un rythme qui fait vraiment plaisir à tous les Camerounais et à tous les Africains actuellement. Mais je voudrais répondre à votre question. En fait, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, musicalement parlant, du jazz, du blues, du tchamassi, du Ban Sikin et d'autres rythmes. Cela, on va dire, cela part du fait que nous avons au Cameroun la chance d'être un pays sous mandat. Donc on a vu les Anglais passer, les Allemands, les Français. Donc j'ai grandi moi-même en écoutant plusieurs influences musicales. J'ai écouté les Beatles, les Rolling Stones, les Doobie Brothers en ce qui concerne les Anglais. J'ai écouté des guitaristes comme Eric Clapton. J'ai écouté aux États-Unis Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King, et plein d'autres. J'ai écouté en Afrique Franco Rochero. Donc j'ai grandi en écoutant plusieurs tendances musicales et j'ai eu la chance de grandir aussi à Banjul, mon village natal. Quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à prendre conscience que je sortais de quelque part, j'ai pris la peine de retravailler, entre autres, pendant que je travaillais la guitare, mes compositions, je rentrais en profondeur pour réapprendre le banjoun, connaître dans la culture bamileke ce qu'il y avait d'intéressant au niveau des différents rythmes que nous avons à l'ouest, au Cameroun. Et donc, dans mes chansons, j'ai par exemple joué le bikoutsi avant tout le monde. J'ai fait une chanson en 1976 qu'on appelle Gaping. Gaping. Gaping, yeah. Gaping boo. Gaping boo, yeah. Ça, c'était du bikoutsi. À l'époque, quand les gens n'avaient pas encore compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le bikoutsi, j'ai été le premier à faire une chanson moderne en bamoun, en langue bamoun. J'ai été le premier à faire une chanson moderne en Fulfulde. Donc, j'ai travaillé les choses qui m'ont interpellé, qui m'ont tout de suite fixé dans ma manière de fonctionner, c'est l'unité nationale, l'intégration, l'unité de l'Afrique. Voilà. Vous avez vraiment parcouru tous les rythmes de toutes les régions pour en faire quelque chose, chaque fois de particulier à offrir aux Camerounais. Voilà. Voilà. C'est peut-être aussi cet aspect qui permet pour... C'est peut-être une partie de réponse par rapport à ce que vous avez demandé. Pourquoi les gens m'ont aimé tout le long. Donc, quand on crée une chanson comme Je vais à Yaoundé, c'est une bénédiction du ciel parce que le président Mitterrand, quand il a visité le Cameroun en juin 1983, il a parlé du poète André-Marie Talla qui a chanté Je vais à Yaoundé, qui a raison d'unir les Camerounais à travers cette chanson. Et c'était le 20 juin 1983. Donc c'est tout cela. Et je dois aussi, en passant, préciser que le texte de Je vais à Yaoundé figure dans un des livres de 5e ici en France, dans les dom-toms et certains départements de France.
Ah, ça, c'est excellent. Merci pour ces informations complémentaires. Ce qui nous frappe vraiment, c'est cette multiplicité de rythmes que vous avez su chaque fois associer pour créer des choses nouvelles et surtout des choses intéressantes pour le public. Mais ce qui nous frappe aussi, c'est la constance dans les messages. C'est-à-dire qu'autant les rythmes ont été multiples, autant vous êtes toujours tourné vers des textes de morale, philosophie, de sagesse, qui portent des valeurs d'humanité, d'amour, de paix, de concorde. Pourquoi? Parce que je suis un observateur, je suis un citoyen du monde curieux qui se rend compte qu'en Afghanistan, l'être humain se tue, en Irak, il se tue, au Tchad, il se tue, au Soudan, il se tue, en Érythrée là-bas, au Shebab, on voit en Somalie comment on se tue. Et tout cela m'interpelle. Je trouve toujours, à chaque fois que les êtres humains se tirent dessus, que c'est un manque d'amour. C'est pour cela que j'ai toujours, dans ce que je fais, dans la plupart de mes chansons, quand je sors un album, il y a toujours un cri, il y a toujours, j'interpelle toujours les gens à s'aimer, parce que je pense que s'il y a plus d'amour entre les humains, il y aura moins d'atrocités, moins de luttes, moins de guerres. Donc voilà quoi, l'une des raisons. Et je suis africaniste. J'étais un des filleuls du président Houphouët-Boigny qui aimait l'Afrique. Il m'a adopté quand il m'a vu tout de suite comme ça. On a fait une soirée ensemble en 85 quand j'ai chanté Donnons-nous la main. Au lieu d'aller dans les coulisses après mon tour de chant, on est venu me dire qu'il voulait me voir. Je suis allé, il s'est levé, il avait peut-être 82 ou je sais pas, en tout cas il avait plus de 80 ans. Il s'est levé pour m'embrasser. Après, il m'a reçu chez lui, il m'a invité à dîner. Et un jour, il m'a appelé à mon hôtel lui-même pour me demander de laisser mon chauffeur rentrer à Abidjan et que j'allais prendre son avion personnel. Donc j'ai eu tellement d'honneur dans la vie que je ne peux travailler qu'en essayant d'apporter ma petite pierre pour que l'Afrique puisse être consciente, ou que les jeunes puissent comprendre que après l'Asie, ce sera l'Afrique. Pour que l'Afrique décolle demain, il nous faut cet amour, il faut casser les frontières, il faut développer la coopération sud-sud pour apprendre à vendre nos produits entre nous, pour apprendre aussi à envoyer nos enfants à l'école en tenant compte de nos réels besoins, qu'on apprenne à fabriquer le cacao, qu'on apprenne à chercher nous-mêmes le pétrole, à l'extraire nous-mêmes, à transformer, à faire plein de choses par nous-mêmes, à transformer le café, au lieu d'attendre le Nescafé qui viendra de Paris, tout ça. Je crois que l'Afrique a ce qu'il faut pour que ses fils et filles puissent vivre bien. C'est mon rôle d'éveiller les consciences. Voilà. Sur nos propres capacités. Donc un appel d'André-Marie Talla, encore une fois à l'Afrique et aux enfants de l'Afrique et à tous ceux qui aiment l'Afrique d'ailleurs, à continuer à s'aimer, s'aimer davantage et voilà, à croire en soi pour chercher des solutions. Voilà. Vous voyez bien votre chaîne. Si vous avez créé une chaîne comme ça, je pense qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. Je pense que les responsables qui sont derrière cette chaîne ont vu les manquements, ont vu les failles, soit l'Africain écrit très peu, et ça je le déplore, parce que l'avantage des Européens, c'est qu'ils écrivent beaucoup. Quand vous allez dans une famille, il y a toujours un coin bibliothèque, ils savent lire, parce que les erreurs de nos aînés qui sont passés à Paris en 1960 ou 55, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent tombent dans le même piège parce qu'on n'a pas écrit. Et je crois que votre initiative permet aux uns et aux autres, chacun de s'exprimer, de pouvoir dire quelque chose pour que demain, on ne puisse pas tomber tous dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs. Il faut bouger, il faut bouger. Et pour bouger, il faut quelques leaders, il faut quelques personnes un peu plus illuminées que les autres, capables de pousser un plus grand nombre à regarder dans la bonne direction. Ben voilà, tout est dit. Et du coup, vous me tendez la perche pour ma prochaine question. Vous parliez justement des erreurs des aînés qui peut-être aujourd'hui se retrouvent chez les plus jeunes qui arrivent à Paris, en France globalement. Après 45 ans dans la musique, quel est le regard que vous portez sur la musique camerounaise d'aujourd'hui et sur son rayonnement sur la scène internationale? Moi, ce que je regrette, c'est que l'absence des autorités parce que l'État régalien
avait le rôle d'arbitrer, de créer des conditions pour que les artistes puissent vivre décemment. Et je suis désolé de constater quand même que, même s'il y a un ministère de la Culture, rien n'est fait. Évidemment, c'est avec la complicité de beaucoup d'artistes, mais qui sont très souvent ignorants ou égoïstes ou même égocentriques, on va dire. Donc, en fait, si l'État n'impose pas un canevas et un cadre à travers lequel on peut créer des conditions pour que toutes les radios, toutes les télés, tout ce qui consomme la musique à des fins commerciales puissent payer quand même des droits, puisque c'est le travail des autres. On ne se lève pas du jour au lendemain, c'est pas l'air qu'on respire. La chanson reste quand même le résultat d'un travail. Voilà. Donc, ce que je regrette, donc, c'est ce manque de cadre qui permet, voilà, de protection, qui permettrait le statut de l'artiste. Oui, on aurait bien souhaité, moi je souhaite, que les artistes se réveillent pour aller en rang ordonné, pour être sérieux, afin de revendiquer à l'État les moyens nécessaires pour que les artistes qui travaillent proprement puissent vivre décemment de leur travail. Donc, pour répondre donc de manière précise, actuellement, tout le monde a constaté que la déchéance de la musique camerounaise, malgré quelques jeunes qui se distinguent par un travail propre, un travail de qualité qui les propulse, mais je pense qu'on aurait à gagner à ce que les gens puissent créer un cadre approprié pour qu'on puisse apprendre à vendre les CD, qu'un artiste qui a fait du bon travail puisse vendre 200, 300, voire 500 CD. Nous sommes quand même dans les 22, voire beaucoup plus, 22 millions d'habitants, de Camerounais. Je pense que si on apprend, oui, évidemment, je parle déjà dans le cas précis du Cameroun, si on vend 1 million d'albums sur 22 000 ou 25 millions d'habitants, on ne peut pas dire que c'est trop. Mais actuellement, personne n'est capable de vendre 5 000 exemplaires, ce qui est tout à fait regrettable. Qu'est-ce qui manque alors, André-Marie? Ce qui manque, c'est ce que je venais de dire, c'est qu'il manque, l'État est absent, ne crée pas, n'impose pas la voie à suivre, et les artistes eux-mêmes tombent dans le piège. Dès qu'il y a un seul poste pour le président du conseil d'administration d'une société de droit d'auteur, ils se déchirent, ils commencent à se mentir entre eux. Il y en a qui vont, parce qu'ils ont un peu plus de moyens que d'autres, ils vont corrompre les autres au quartier pour que, à l'applaudimat, comme ça, s'il y a une assemblée générale, qu'on les vote, mais uniquement parce qu'ils vont venir se pavaner, prendre l'avion en business class, commencer aussi à dépenser l'argent des musiciens pendant que ceux qui ont travaillé souffrent. Ils n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, ils ne mangent pas décemment, et ils meurent comme ça, très souvent par manque de soins, des choses comme ça. Donc il faudrait que les artistes s'organisent, il faut que l'État même les aide à créer une société fiable pour que ceux qui travaillent, normalement, ceux dont le travail est reconnu, passent sur les antennes de différentes radios, de différentes télévisions, puissent gagner décemment leur vie, qu'on puisse donner 20 millions, 50 millions à un artiste sans croire que c'est beaucoup. Tout à fait. Vous avez créé une école en 2012 de musique pour pouvoir former des jeunes aussi depuis la base. Je pense qu'une conscientisation aussi par époque, on va dire, pourrait aider par la suite. Où en êtes-vous avec ce projet d'école? Oui. Effectivement, vous faites bien de dire projet, parce qu'en fait, il y a le groupe Bocom qui m'avait donné déjà le coup d'envoi. J'attends que d'autres opérateurs économiques puissent le suivre, puissent suivre ce groupe. Néanmoins, nous avons commencé les travaux et à terme, donc, nous comptons mettre par le biais peut-être d'une fondation André-Marie Talla ou dans le cadre tout simplement d'une association que j'appelle CEPAC, le Centre de promotion artistique et culturelle. On compte mettre donc sur place à terme une école de musique à travers laquelle on va distiller des cours, on va donner des cours. Voilà, c'est le souci justement d'aider les jeunes Camerounais
à intégrer le métier avec les armes appropriées, donc enseigner la guitare, le piano, le chant, le solfège et d'autres instruments progressivement. C'est le but. J'espère que d'ici quelques mois, quelques années, tout cela verra le jour puisque nous avons commencé les travaux. Et je profite de votre antenne pour lancer un appel à ceux qui nous écoutent, ceux qui peuvent participer. On a besoin de coups de main pour arriver à terme, pour pouvoir conduire ce projet à terme. En passant, ceux qui veulent connaître comment accéder, comment prendre contact, il y a une adresse mail que vous pourriez peut-être mettre dans l'émission, mais c'est la boîte chakamta, CHAKAMTA, @yahoo.fr, CHAKAMT comme Thérèse A, @yahoo.fm ou andré-maritala@gmail.com. Et il faut préciser que mon Tala, c'est avec un seul L. andré-maritala@gmail.com. Voilà, .com. Donc le 17 mai, André Maritala, c'est le grand rendez-vous avec vos fans pour fêter vos 45 ans de carrière. Oui. Par contre, vous ne serez pas tout seul sur la scène. Justement. Pour le plus grand bonheur de vos fans, vous invitez Sam Fantoma, vous partagez la scène plutôt avec Sam Fantoma que vous connaissez depuis votre jeunesse. Absolument, je vais partager la scène avec Sam Fantoma, que je connais de longue date puisqu'on a travaillé ensemble dans le groupe Tigre Noir. Il sera avec moi. On avait déjà démarré une soirée à Douala le 29 novembre 2013 et il était là. Et il va venir pour qu'on puisse partager tout cela ensemble. Je crois que un anniversaire ne se fête pas seul. il faut du monde. C'est un instant de partage. Voilà, c'est un instant de partage. C'est ça, c'est ça. Pourquoi Sam Fantoma alors? Sam Fantoma parce que le producteur qui s'appelle Torpedo a voulu que Sam Fantoma soit là. Et ça tombait bien parce que Sam a été toujours avec ou sans Torpedo, j'ai toujours fait appel à Sam. Donc il n'y a pas de mal à intégrer Sam dans mon projet puisque nous sommes toujours ensemble. On fait plein de choses ensemble. Super. Donc le 17 mai, André à partir de 20h, et à travers votre antenne, j'invite donc les Camerounais, les Africains, parce qu'il y a beaucoup de Tchadiens, d'Ivoiriens, Togolais et autres qui aiment ce que je fais, qui aiment ce que ça me fait, et nos frères antillais, et les autres, évidemment, et les autres, tous les Français qui ont vécu au Cameroun, qui aiment toutes ces mélodies depuis le temps, on les attend à l'Olympia le dimanche 17 mai à 20h. On doit préciser ici que c'est un spectacle, je leur promets que ce sera un spectacle riche en couleurs, en son et en lumière, donc ils n'ont pas d'inquiétude. Ils ne seront pas déçus, ça, c'est une promesse. Je vous réserve une soirée vraiment électrique. Voilà. Et surtout qu'ils se précipitent à la FNAC, voilà. Sur le site de l'Olympia, et dans les endroits... voilà, il faut acheter les tickets avant. Voilà. Je précise aussi que les tickets, quand on achète son ticket, on a sa place garantie parce que c'est des tickets numérotés. Vous ne pouvez pas avoir le numéro 20 et vous trouvez quelqu'un assis au numéro 20, non. 45 ans cette fois-ci. On se souvient que pour vos 35 ans, vous aviez eu un message qui était un message de paix pour l'Afrique. Pour vos 45 ans, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que vous voulez dire à votre public? Le message d'amour. Le message d'amour, que les Africains apprennent à s'aimer d'abord. Parce que si les Africains s'aiment, vous voyez que quand un Chinois ouvre son magasin, qui est-ce qui est vendeur? Qui est vendeuse? Ce sont leurs frères, leurs sœurs. Alors apprenons à nous faire confiance, aimons-nous et ensemble on va trouver la clé, on va trouver la solution de nos problèmes. On ne peut pas parler toute la vie de l'Afrique, avec des guerres de l'Afrique qui n'arrivent pas à décoller, alors que nous avons les mêmes capacités que les autres. Les Africains, quand ils viennent dans les grandes écoles, Saint-Cyr, Polytechnique, autres, HIC, ils sont parmi les meilleurs. Qu'est-ce qui nous manque donc pour que nous puissions comprendre que l'Afrique doit se développer par nous-mêmes? Je crois qu'il faudrait, à travers cet amour que je réclame, retrouver une confiance pour qu'on puisse créer une synergie qui puisse nous permettre, puisque nous avons les mêmes armes que les autres, sauf que nous n'avons pas su créer une synergie
Il faut qu'on se regarde dans les yeux, que nous puissions voir ce qui nous manque, mais qu'on commence par l'amour. Ce sera le message fort pour ces 45 ans de carrière, l'étape de Paris, l'étape du 17 mai à l'Olympia. Super. La musique, André Maritala, est-ce qu'elle vous a tout donné? La musique m'a tout donné, sans hésitation. Le bonheur, de l'argent pour vivre. Alors, vous savez que le nerf de la guerre dans une vie, c'est quoi? C'est l'argent. Et il y a un aspect dans la musique que les gens ne voient peut-être pas beaucoup. C'est le fait de croiser tous les jours quelqu'un de différent. De croiser dans les avions, dans les trains, de croiser dans la rue des personnes, chacun qui vous raconte son histoire, toutes couleurs confondues, un Chinois, un Français, un Allemand, un Américain, qui vous raconte une histoire dès qu'il sait que vous êtes chanteur ou qui vous connaît par le biais de votre chanson. On croise tous les jours des personnes différentes qui racontent des histoires variées, riches, les unes comme les autres. Ça, c'est un bonheur immense. Ce n'est pas quantifiable. Donc, la musique, pour répondre, m'a tout donné. Et on sait que le succès a généralement un prix. Quel est le prix que vous avez payé pour ce succès? Le travail. Je vous ai parlé de 18 heures de travail quand j'avais 17-18 ans. Aujourd'hui, je pense que je dors rarement avant 23h minuit, voire 1h du matin. J'ai toujours ma guitare, j'ai toujours le téléphone, j'ai toujours des idées à développer. Et je vous ai dit aussi que j'étais citoyen du monde, que j'étais curieux par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc j'ai toujours quelque chose à dire. Je fouille dans la société pour trouver des mots, pour apporter ma petite pierre. C'est vrai qu'on peut penser à un moment donné que c'est une petite goutte dans l'océan, mais je crois que c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc effectivement, 18 heures de travail, ne pas dormir avec 23 heures, il y a forcément un impact en termes de sacrifice sur la vie de famille. Qu'en est-il côté vie de famille? Oui, bon, il y a un impact. Cet impact peut être parfois négatif, mais globalement, les enfants savent que si papa part, c'est pour le travail. Et mon épouse est la première à savoir que si je pars, c'est pour le travail. Quand c'est possible, nous sommes à deux, étant donné qu'elle est manager, mais quand les enfants étaient plus jeunes, elle était derrière les enfants parce qu'on ne peut pas les abandonner, il faut bien quelqu'un pour les accompagner. Il y a des activités extrascolaires, mes filles sont au conservatoire, le garçon aussi. Grace fait le piano depuis 12 ans, elle est à l'université aujourd'hui, sa petite sœur fait le piano depuis 9-10 ans. Et le moment venu, si on trouve des sponsors, elles pourront aller au Cameroun pour les vacances au lieu de chercher du boulot ici. Si on trouve quelqu'un qui peut les intéresser un peu, avec un peu d'argent, elles peuvent aller commencer à donner des cours pendant 2 mois. Et c'est notre manière à nous de préparer le terrain pour qu'elles puissent rentrer, servir l'Afrique. Voilà. Du coup, on comprend que l'héritage artistique est assuré, que voilà, la suite a été préparée et que... On n'a pas forcément envie de leur imposer quoi que ce soit. Quel que soit le métier que les uns et les autres vont choisir, nous souhaitons tout simplement que chacun puisse avoir une bonne connaissance musicale. Parce que au bout du compte, mon souhait, c'est que... Donc, mon souhait, Charlotte, mon épouse et moi, c'est que chaque enfant puisse connaître la musique, puisse avoir une vraie connaissance, pour qu'un jour, il puisse écrire ses chansons pour mettre un bouquin, André Maritala, avec ses œuvres, avec les chansons, dans les librairies musicales, comme on trouve en Europe, comme on trouve aux États-Unis, comme on trouve en Asie. Parce que c'est quand même une honte pour nous. On n'a pas de partition, on n'a pas de livre. Il faut, en dehors du support physique, aujourd'hui c'est des supports virtuels, mais il y a le support en papier. Il faut penser à ça. La musique, alors, André Maritala, elle vous a finalement permis de vous réaliser, tout en réalisant votre passion. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle vous a permis de donner beaucoup de bonheur à vos fans et aussi d'en recevoir de leur part. À moi-même. À ma famille aussi. Elle vous a permis de recevoir un certain nombre de distinctions, que ce soit artistique ou que ce soit dans la vie civile. Oui. On sait par exemple que vous êtes chevalier de l'Ordre de la Valeur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter finalement aujourd'hui pour la suite?
la santé, le travail, encore beaucoup de succès. C'est ce que Diaf TV vous souhaite tout de suite. Et on vous souhaite aussi un énième succès à l'Olympia le 17. Et on rappelle à tous les téléspectateurs ce rendez-vous du 17 mai à Paris. André-Marie Talla se produira à l'Olympia le 17 mai en compagnie de Samfon Thomas qui partagera la scène avec lui pour ses 45 ans de carrière. Vous êtes tous invités, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. André-Marie Talla l'a dit, il mettra le feu. Voilà. Merci Diaf TV, merci pour l'invitation. De l'amour, encore de l'amour entre nous. Et je pense que par le biais de l'amour, nous arriverons un jour à trouver l'angle qu'on pourra utiliser pour développer l'Afrique, pour montrer encore que l'Afrique existe bel et bien et que c'est là-bas. L'avenir, c'est en Afrique, pourvu que les Africains puissent comprendre. Voilà, je vous attends le 17 en compagnie de Samfon Thomas pour le grand concert de l'Olympia, le dimanche 17 mai à partir de 20 h. Merci André-Marie Talla et merci pour ces mots sages pour clôturer cette émission. André-Marie Talla était notre invité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Diaf TV pour d'autres rencontres. Au revoir.